Dans les couloirs feutrés d'un hôtel parisien, sous un ciel d'automne chargé de nuages bas, un homme d'une élégance discrète ajuste son col de chemise. Il est 14 heures précises, et l'air porte encore l'odeur fade des pluies récentes. Pascal Bataille, figure emblématique de la télévision française, s'assoit face à une journaliste qui, depuis des années, suit les méandres de sa vie publique. À 65 ans, ses traits sont marqués par le temps, ses rides fines autour des yeux, héritage d'innombrables nuits blanches en plateau, trahissent une sérénité nouvelle. Pour la première fois, il choisit de parler. Non pas de ses succès télévisuels, ni de ses émissions qui ont captivé des millions de téléspectateurs, mais d'une vérité personnelle longtemps confinée dans l'ombre. Sa relation intime avec Laurent Fontaine, son complice de toujours, son alter ego artistique décédé il y a 5 ans. Ce témoignage, recueilli en exclusivité, ouvre une porte sur un pan caché de l'histoire de la télévision française, où amitié et amour se sont entrelacés dans un silence complice. De cette confidence naît une réflexion plus large sur les tabous qui persistent, même dans un monde où la vérité semble tout recouvrir. C'est l'histoire d'un bris de glace, lent et irréversible, qui invite à repenser les liens humains derrière les spotlights. Pascal Bataille, né le 25 avril 1959, dans un appartement modeste du quartier de Belleville à Paris. Fils d'un employé de banque et d'une couturière, il grandit au rythme des bals populaires et des débats enflammés autour d'une table familiale où les mots valent plus que l'argent. Dès l'enfance, il se distingue par une curiosité insatiable pour les récits humains, dévorant les romans de Zola comme d'autres les bandes dessinées. À l'école, ses professeurs notent son talent oratoire, cette capacité à captiver une classe entière avec une simple anecdote. Pourtant, rien ne prédestinait ce jeune homme timide à la notoriété. Étudiant dans lettres à la Sorbonne, il enchaîne les petits jobs. Serveur dans un café du Marais, correcteur pour une revue littéraire obscure. C'est lors d'un stage à Radio France, en 1941, que le destin bascule. Affecté à une émission matinale, il improvise un sketch sur la vie quotidienne des Parisiens et son humour caustique, teinté d'une tendresse inattendue, séduit les auditeurs. Bientôt, les invitations affluent. Chroniques radiophoniques, apparitions fugaces à la télévision publique. Bataille, avec son sourire en coin et sa voix chaude, incarne déjà l'homme du peuple qui observe le monde avec une acuité bienveillante. Mais derrière cette ascension fulgurante se dessine une solitude. À 25 ans, alors que ses pairs s'installent dans des vies stables, Pascal Bataille navigue entre relations éphémères et questionnements intimes. Il confie, lors de notre rencontre, avoir toujours ressenti une distance avec les normes sociales. J'ai grandi dans un monde où l'amour se mariait à la hâte, où les sentiments profonds restaient tus pour ne pas froisser les convenances. Ces mots, prononcés d'une voix mesurée, évoquent un jeune homme en quête d'authenticité, loin des apparences. Son entrée dans le monde audiovisuel coïncide avec les années Mitterrand, cette ère d'ouverture culturelle où la France redécouvre ses artistes marginalisés. Bataille produit ses premiers documentaires et sur la vie nocturne de Pigalle, capturant les confessions d'artistes de cabaret et de poètes maudits. Ses œuvres, diffusées sur Antenne 2, posent les bases de son style. Un mélange de reportage cru et d'empathie profonde, où le journaliste n'est jamais un juge, mais un miroir. À 30 ans, il est déjà producteur exécutif, collaborant avec des plumes comme celle de Coluche pour des sketchs satiriques. Pourtant,
Cette effervescence professionnelle masque une introspection. Comment concilier une carrière publique avec une identité privée qui refuse les étiquettes? L'analyse de cette période révèle un paradoxe fondateur. D'un côté, Bataille excelle dans l'art de révéler les secrets d'autrui. Ses émissions pionnières sur les tabous familiaux attirent un public friand de catharsis collective. De l'autre, il cultive un jardin secret, protégeant farouchement sa sphère intime des regards indiscrets. Des proches, interrogés anonymement, décrivent un homme généreux mais réservé, capable de passer des soirées entières à discuter philosophie avec des inconnus sans jamais aborder sa vie amoureuse. Il écoutait plus qu'il ne parlait de lui, se souvient un ancien collègue de radio. Cette dichotomie, extraverti en surface, introspectif au fond, préfigure les choix qui suivront. En 1989, alors que le mur de Berlin tombe et que l'Europe s'ouvre, Bataille signe son premier contrat majeur avec TF1, marquant son passage du radio au petit écran. C'est là que les projecteurs s'allument pour de bon, illuminant un parcours qui, jusqu'alors, s'était nourri d'ombres bienveillantes. C'est en 1992, lors d'une répétition chaotique pour une émission spéciale sur France 2, que Pascal Bataille croise pour la première fois Laurent Fontaine. Âgé de 28 ans à l'époque, Fontaine est un animateur en herbe, connu pour son énergie débordante et son sens inné du rythme. Issu d'une famille d'enseignants normands, il a gravi les échelons par sa seule pugnacité, passant des plateaux de théâtre amateurs aux studios de télévision en un temps record. Leur première interaction est anodine. Bataille, en producteur chevronné, corrige un script maladroit que Fontaine annonce, avec enthousiasme. J'ai vu en lui une flamme brute, un potentiel qui crépitait comme une étincelle dans la nuit, raconte Bataille aujourd'hui, les yeux plissés par le souvenir. Ce qui commence comme une collaboration professionnelle se mue rapidement en amitié profonde. Ensemble, ils conçoivent des formats innovants. Des talk-shows où les invités, qu'ils soient stars hollywoodiennes ou anonymes du quotidien, se délestent de leurs armures sous un éclairage bienveillant. Le duo Bataille-Fontaine devient vite légendaire. En 1995, il lance Les Heures de vérité, une série d'interviews nocturnes qui révolutionne le paysage audiovisuel français. Fontaine, avec son charisme magnétique, pose les questions incisives. Bataille, en coulisses, tisse les fils narratifs qui rendent chaque épisode inoubliable. Leur alchimie est palpable. Des rires complices échangés hors antenne, des nuits blanches à brainstormer des concepts audacieux. Fontaine apporte la spontanéité, Bataille la structure. Ensemble, ils capturent l'essence des années 90, cette décennie de mutation sociale où l'intimité publique devient un spectacle. Des millions de téléspectateurs s'abonnent à leurs aventures, fascinés par cette bromance télévisuelle qui transcende les genres. Pourtant, sous cette surface lisse, des courants souterrains se forment. Des témoins de l'époque évoquent des dîners tardifs dans des brasseries du quartier latin où les deux hommes, isolés des autres, partageaient des confidences qui dépassaient le cadre professionnel. Ils se regardaient comme si le monde n'existait plus, note une assistante de production qui préfère rester dans l'ombre. Cette période marquait aussi l'apogée de leur influence culturelle. En 1988, ils produisent un documentaire choc sur la vie des couples homosexuels en France, avant même que le Pacs ne soit légalisé. Bataille, interrogé sur ce choix prémonitoire, répond avec une précision chirurgicale. Nous voulions montrer que l'amour n'a pas de frontières
tracée par la société. C'était notre façon de dire, sans le dire, que la vérité compte plus que les jugements. L'émission, vue par plus de 4 millions de personnes, suscite des débats enflammés. Louée pour son humanisme par les progressistes, critiquée pour son voyeurisme par les conservateurs. Analysée rétrospectivement, cette œuvre révèle les fissures d'une époque en transition où la télévision ose toucher aux sujets tabous sans pour autant les nommer explicitement. Bataille et Fontaine, en tandem, naviguent ces eaux troubles, avec une habileté rare, protégeant leur bulle privée tout en la laissant entrevoir. Leur complicité, souvent qualifiée de fraternelle par la presse, cache en réalité une intimité plus nuancée, nourrie de silences complices et de regards volés. C'est dans ces interstices que germe la relation qui, des décennies plus tard, émergera au grand jour. Au fil des années 2000, alors que le paysage médiatique se fragmente sous l'assaut d'Internet, le duo Bataille-Fontaine s'adapte avec une résilience remarquable. Ils migrent vers M6 en 2003, où ils conçoivent « Y a que la vérité qui compte », leur joyau. Ce programme mélange de confessionnal et de thérapie collective propulse Bataille au rang de producteur star et Fontaine à celui d'animateur adulé. Chaque épisode, des drames familiaux au coming-out inattendu, attire un audimat record, touchant particulièrement un public jeune en quête d'authenticité. Pourtant, au cœur de ce succès, les murmures commencent à enfler. Des tabloïds people, affamés de scoops, s'emparent de rumeurs. Des photos floues de dîners à deux dans des restaurants discrets. Des témoignages anonymes d'employés évoquant une proximité excessive. En 2007, un article dans une revue hebdomadaire titre sans embâge « Bataille et Fontaine, plus qu'une amitié ». Le scandale couve, mais les deux hommes, unis dans leur stratégie, choisissent le déni courtois. Ce sont des spéculations gratuites, déclare Fontaine lors d'une conférence de presse, son ton ferme masquant une pointe de vulnérabilité. Bataille, plus économe de mots, se contente d'un sourire. Laissez-nous faire notre métier. Ce silence stratégique n'est pas anodin. Dans une France encore imprégnée de préjugés, où le mariage pour tous ne sera adopté qu'en 2013, avouer une relation homosexuelle signifierait risquer la carrière. Bataille, père de 2 enfants issus d'un mariage bref dans les années 80, porte le poids supplémentaire d'une image familiale qu'il a soigneusement cultivée. Ses interviews d'alors insistent sur l'amitié indéfectible avec Fontaine, un terme qui, analysé de près, sonne comme un bouclier. Des psychologues des médias, consultés pour cette enquête, soulignent comment ce mutisme protège non seulement les individus, mais aussi l'aura mythique du duo. En laissant le flou planer, ils alimentent l'imaginaire collectif sans jamais le briser. Fontaine, de son côté, plus extraverti, flirte avec les ambiguïtés lors de ses monologues humoristiques, glissant des allusions qui font rire l'auditoire sans alerter les censeurs. La vérité, c'est comme un bon vin. Elle se bonifie avec le temps, lance-t-il un soir en plateau, un clin d'œil que seuls les initiés décryptent. La mort de Laurent Fontaine, en 2020, à l'âge de 56 ans d'une crise cardiaque fulgurante, accentue le voile du silence. Bataille, brisé, se retire temporairement des écrans, produisant des hommages télévisés où il évoque un frère de cœur. Les funérailles, intimes et loin des paparazzis, rassemblent un cercle restreint. Des comédiens, des réalisateurs, et ses amis qui, depuis longtemps, connaissaient la profondeur de leurs liens. Post-mortem, les rumeurs redoublent, alimentées par des mémoires d'anciens collaborateurs.
un livre sorti en 2022, écrit par un ex-producteur, insinue sans preuve une passion clandestine. Bataille, alors âgé de 63 ans, reste muré dans son deuil, refusant les interviews personnelles. Ce retrait, loin d'apaiser les spéculations, les amplifie. La presse People multiplie les portraits nostalgiques, interrogeant le mystère d'une amitié si intense. Analysée à la lumière des normes contemporaines, cette ère de non-dit révèle les contraintes d'une génération piégée entre tradition et modernité. Bataille, en choisissant le silence, n'a pas fui la vérité, mais l'a préservée, attendant le moment propice pour la libérer. C'est ce moment qui, 5 ans plus tard, advient enfin. 5 ans après la disparition de Fontaine, Pascal Bataille décide de rompre le sceau. L'entretien, tenu dans ce salon d'hôtel, aux meubles en acajou patiné, dure près de 3 heures. Bataille arrive avec un dossier sous le bras, des lettres jaunies, des photos jaunies par le temps, des notes manuscrites griffonnées lors de voyages communs. J'ai attendu ce jour comme on attend une aube après une longue nuit. Commence-t-il, sa voix stable malgré l'émotion contenue. Il décrit leur relation comme un continuant fluide, né d'une attirance mutuelle dès leur première collaboration. Ce n'était pas une révélation soudaine, mais une évidence qui s'est imposée jour après jour. Laurent était mon ancre, mon rire dans les tempêtes, mon silence complice dans les joies. Les détails qu'il livre sont précis, presque cliniques. Les week-ends volés en Normandie, chez la famille de Fontaine, où il marchait des heures sur les falaises battues par les vents. Les nuits, dans un appartement du V arrondissement, à débattre de scénarios jusqu'au petit matin. Bataille évoque sans phare les défis, les cachotteries nécessaires pour protéger leur image publique, les tensions lors des périodes de doute, quand Fontaine, plus impulsif, plaidait pour une transparence immédiate. Ce témoignage n'est pas un défoulement cathartique, mais une reconstruction méthodique. Bataille produit des extraits de correspondance. Une lettre de 1996 où Fontaine écrit « Toi et moi, c'est plus qu'un duo. C'est une symphonie inachevée. » Ces artefacts personnels, longtemps gardés sous clé, humanisent le récit, le sortant du registre des ragots pour en faire une chronique intime. Il aborde aussi les aspects charnels avec une pudeur mesurée. Notre intimité était un refuge, un espace où les caméras n'entraient pas. Elle nous rendait plus forts pour affronter le monde extérieur. L'analyse de ces confidences met en lumière une évolution sociétale. En 2025, une telle révélation, venue d'une icône de 65 ans, résonne comme un acte de réparation historique. Bataille ne victimise pas son parcours. Au contraire, il en tire des leçons universelles sur la résilience de l'amour face aux conventions. Il parle des soutiens discrets, un metteur en scène qui les couvrait lors de tournages, une avocate qui conseillait sur les clauses de confidentialité, et des absences douloureuses, comme ces années où il feignait l'indifférence en public pour éviter les soupçons. Le silence n'était pas une prison, mais un choix tactique, précise-t-il, soulignant comment cette stratégie a préservé leur créativité. Des heures passent ainsi, entre souvenirs et réflexions, jusqu'à ce que Bataille, épuisé mais allégé, conclut « Aujourd'hui je parle pour lui, pour nous, pour tous ceux qui se taisent encore. » Ce moment de vérité, capturé dans sa nudité, transforme une rumeur en legs, invitant à une relecture bienveillante de leur œuvre commune. L'impact immédiat de cette confidence
se mesure dans les couloirs du pouvoir médiatique. Dès le lendemain de notre entretien, des appels affluents. Des directeurs de chaîne, des documentaristes, des historiens de la télévision. Bataille, fidèle à sa ligne, filtre les demandes avec soin, accordant priorité aux projets qui honorent la mémoire de Fontaine sans la sensationnaliser. Il évoque un biopic en préparation où leur histoire se racontait non comme un scandale, mais comme une épopée d'amour et d'art. Les truchements psychologiques sous-jacents émergent. Ce bris de silence agit comme une thérapie posthume, libérant Bataille d'un fardeau accumulé. Des experts en sociologie des médias notent comment ce coming-out tardif défie les narratifs classiques, montrant que l'authenticité n'a pas d'âge. Bataille, en détaillant les nuances, les joies volées autant que les frustrations, offre un contrepoint aux biographies lisses des célébrités. Il n'élude pas les ombres, les disputes nées de la jalousie professionnelle, les moments de solitude quand Fontaine, en pleine gloire, multipliait les apparitions solo. L'amour, c'est imparfait, comme nos émissions, rit-il doucement. Cette franchise, équilibrée par des pauses contemplatives, rend le témoignage irréfutable, un pilier pour les générations futures. La révélation de Bataille déclenche une onde de choc qui traverse les strates de la société française. Dès la publication de cet article, les réseaux sociaux s'embrasent. Hashtag comme #Bataille Fontaine. Que vérite. Comptes envahissent les timelines, cumulant des millions de vues en 24 heures. Les réactions varient, formant un spectre riche en contrastes. D'un côté, les progressistes saluent un acte courageux. Des associations LGBTQ+, diffusent des communiqués louant la bravoure d'un pionnier qui, à 65 ans, normalise l'amour mature. Une militante, active depuis les années 80, déclare lors d'un podcast viral « Bataille nous rappelle que le combat pour la visibilité ne s'arrête pas à 30 ans. Il perdure, il guérit. » De l'autre, des voix conservatrices tempêtent, accusant une mise en scène opportuniste pour relancer une carrière en déclin. Un chroniqueur d'un quotidien traditionnel fustige. Où était cette vérité quand elle pouvait changer les mentalités? C'est du calcul médiatique pur. Ces oppositions, analysées dans leur globalité, illustrent les fractures persistantes. En 2025, malgré les avancées légales, l'homosexualité masculine reste un terrain miné pour les figures publiques âgées. Au sein du milieu audiovisuel, les hommages affluent, avec une sincérité palpable. Des animateurs contemporains, comme ceux de Quotidien ou C'est à vous, intègrent des segments émouvants à leurs émissions, projetant des extraits d'archives où le duo Bataille-Fontaine irradie une joie contagieuse. Un réalisateur oscarisé, qui a travaillé avec eux sur un court-métrage en 2005, confie en off. « Je le savais depuis le premier jour sur le plateau. Leur alchimie était électrique, transcendante. » Ces témoignages, recueillis lors d'une série d'entretiens menés dans les jours suivants, peignent un portrait nuancé. Admiration pour leur discrétion, regret pour les occasions manquées de soutien ouvert. Bataille, contacté par d'anciens collègues, reçoit des messages privés qui oscillent entre excuses et gratitude. « Tu nous as appris à taire nos propres peurs », écrit un producteur quinquagénaire, lui-même en couple discret. L'empathie collective s'étend au-delà des cercles professionnels. Des fans, aujourd'hui parents, partagent des anecdotes personnelles reliant leur propre cheminement à celui du duo. Une enseignante de province témoigne. « Grâce à leurs émissions, j'ai osé parler à ma fille de l'amour sans normes.
Aujourd'hui, leur histoire complète le puzzle. Cette vague réactionnelle n'échappe pas aux analyses sociologiques. Des chercheurs en études culturelles décortiquent comment cette confidence tardive catalyse un effet domino, une augmentation de 40% des recherches en ligne sur les coming-outs seniors, selon des données préliminaires de Google Trends. Elles mettent en exergue le rôle de la télévision comme miroir sociétal, où les silences passés deviennent des leçons pour l'avenir. Bataille, observant ce tumulte depuis son appartement parisien, reste mesuré. Je ne cherche pas l'absolution, juste la compréhension. Ses interventions se sporadiques dans les médias. Une interview radio où il cite des vers de Verlaine pour évoquer l'amour interdit, amplifiant l'empathie, transformant le choc initial en un dialogue national. Des débats télévisés émergent, invitant des psychologues à explorer les impacts psychiques d'un tel aveu. Libération émotionnelle versus exposition accrue. Au final, cette cascade de réactions, loin d'un lynchage ou d'une canonisation hâtive, forge un consensus fragile. Reconnaissance d'une vulnérabilité partagée, où le personnel devient politique sans verser dans le militantisme forcé. C'est dans ces échanges, riches et contradictoires, que la mémoire de Fontaine renaît, plus vivante que jamais. L'aveu de Bataille ne se contente pas de remuer les consciences. Il réécrit l'héritage du duo dans les annales de la télévision française. Il n'y a que la vérité qui compte. Leur émission phare diffusée de 2003 à 2018 passe d'un succès commercial à un monument culturel réévalué. Des rétrospectives, commandées par des chaînes comme Arte, projettent des épisodes emblématiques avec un regard neuf. Ces confessions d'invités gays et lesbiens, autrefois vus comme des segments progressistes, apparaissent désormais comme des reflets autobiographiques voilés. Un critique de Télérama note dans une longue analyse: chaque question posée par Fontaine était une projection de leur propre quête d'authenticité, un appel codé à la société. Bataille, impliquée dans ces rediffusions annotées, commande sobrement: nos plateaux étaient des théâtres de vérité. Nous y mettions nos âmes sans le savoir. Cette relecture enrichit l'œuvre, la sortant d'une case divertissement grand public pour l'ancrer dans une veine documentaire introspective. Sur le plan professionnel, Bataille renaît de ses cendres. À 65 ans, il signe un contrat pluriannuel avec une plateforme de streaming pour une série de podcasts introspectifs, intitulée « Vérité tardive », où des personnalités âgées brisent leur silence. Le projet, annoncé une semaine après notre entretien, vise à explorer les amours non dits, les carrières entravées par les normes. Des partenaires comme Netflix montrent un intérêt marqué, voyant dans ce format une niche lucrative pour un public mature. Pourtant, Bataille tempère l'euphorie. Ce n'est pas une seconde carrière, mais une extension. Laurent serait ravi de voir nos idées revivre. Des collaborations inattendues émergent. Un duo de jeunes réalisateurs, inspirés par leur histoire, propose un docu-fiction sur les coulisses de Y a que la vérité qui compte, intégrant des témoignages d'invités d'époque. Bataille accepte, à condition que le récit honore la complexité humaine plutôt que le sensationnalisme. L'impact s'étend aux sphères éducatives et institutionnelles. Des universités comme Sciences Po Paris intègrent désormais des modules sur le duo Bataille-Fontaine dans leurs cours d'études médiatiques, analysant comment leur silence a influencé la représentation queer à la TV. Un symposium à la BNF, prévu pour l'automne 2025, rassemble experts et contemporains pour disséquer leurs legs,
panel sur l'éthique journalistique, table ronde sur l'identique dans l'audiovisuel. Bataille y participe virtuellement, citant des données précises. Nos émissions ont touché 150 millions d'heures de visionnage cumulé. Imaginez si une fraction de cette audience avait su la vérité derrière. Cette quantification, alliée à une introspection qualitative, démontre comment l'aveu transcende le personnel pour impacter l'industrie. Des agences de casting, influencées, priorisent désormais des narratifs diversifiés, avec une hausse notable de rôles pour des acteurs seniors LGBTQ+. Analysée économiquement, cette vague bénéficie à Bataille. Ses cachets grimpent de 30%, selon des sources branchées, mais il réinvestit dans des fondations pour le deuil et la visibilité. Ainsi, l'héritage professionnel, jadis confiné à des archives poussiéreuses, s'épanouit en un arbre aux ramifications infinies, où chaque branche raconte une vérité libérée. À l'aube de ses 66 ans, Pascal Bataille contemple un horizon marqué par l'incertitude, mais teinté d'une paix conquérale. Retiré dans une maison de campagne en Bourgogne, entouré de vignes automnales qui rougissent sous le soleil bas, il cultive un rythme lent, lecture de poésie, promenade solitaire, et ses appels sporadiques à des amis qui partagent son deuil. Laurent me manque comme une partie de moi-même, mais sa présence est partout. Dans le vent qui frôle les feuilles, dans les échos de nos rires enregistrés, confie-t-il lors d'une conversation téléphonique post-entretien. Ce retrait n'est pas une fuite, mais une maturation. Bataille, libéré du secret, explore de nouveaux médiums, comme l'écriture d'un mémoire fragmenté, Lettre à un fantôme, où il dialogue avec l'esprit de Fontaine à travers des chapitres épistolaires. Le manuscrit, en cours chez un éditeur indépendant, promet d'être un best-seller introspectif, mêlant anecdotes professionnelles à des méditations philosophiques sur l'amour posthume.